Dans le monde des maîtres d'épée, la famille Rincandel régnait en maître. Reconnue pour ses talents extraordinaires, chacun de ses membres incarnait la force et la domination. Leur devise : combattez, conquérez, réduisez en esclavage. Cette ambition implacable guidait chaque génération, et c'est dans cette lignée prestigieuse que naquit Gine Rincandel, le plus jeune héritier de cette illustre famille. Lors de la cérémonie de sélection, un événement marquant pour déterminer l'avenir de chaque membre, Gine fit un choix audacieux. Il opta pour l'épée symbolique réservée au chef de famille, signifiant qu'il aspirait à devenir le leader des Rincandel. Cette décision attira l'attention d'un homme mystérieux qui, intrigué, lui murmura que son choix était attendu. Malgré son assurance, Gine cachait un lourd secret. Il n'avait aucun talent pour le maniement des épées. Aux yeux de tous, il était une disgrâce, le pire épéiste de l'histoire de sa famille. Ses frères, cruels et moqueurs, ne manquaient jamais une occasion de le rabaisser. Un jour, alors que Gine s'entraînait, les jumeaux Tona, Aitona Rincandel, le 12e enfant des 13 frères Rincandel et d'Aitona Rincandel, le 11e enfant des 13 frères Rincandel se moquaient de lui. Face à ses deux frères qui continuaient de rire, se moquant de lui, Gine restait silencieux, baissant les yeux, honteux et agacé. Face au silence de Gine, Aitona le frappa au ventre, exigeant qu'il fasse preuve de respect envers ses aînés. Gisant au sol, Gine tenta d'atteindre son épée, mais son frère immobilisa son bras avec mépris, affirmant que tout effort de sa part était vain. Le jeune homme, malgré les humiliations, restait silencieux, enfermé dans sa détermination. Ses brimades ne le découragèrent pas. Gine croyait fermement que seul un entraînement acharné lui permettrait de gagner le respect de sa famille. Pendant 25 longues années, il vécut dans l'ombre, menant une existence misérable et s'entraînait avec acharnement, mais ses efforts furent vains. Lors de ses 25 ans, Gine fut banni, exilé pour ses prétendues lacunes. Pourtant, son destin bascula lorsqu'il rencontra un mystérieux maître, qui révéla en lui un talent insoupçonné, la magie, un pouvoir interdit dans sa famille. 3 ans après cette révélation, Gine, désormais aguerri, tentait de recharger son mana en la fusionnant avec les forces naturelles. Mais à ce moment-là, une aura noire surgit soudainement, l'entourant. Intrigué et déconcerté, il fit face à une entité sombre. L'être, qui se présenta sous le nom de Solderet, seigneur des ombres, proposa un contrat à Gine. En échange de son accord, Solderet lui offrait bien plus que le contrôle des ombres. Il promettait également de lever toute malédiction pesant sur Gine. C'est ainsi que Gine découvrit la vérité. Son absence de talent n'était pas naturelle. Le dieu Solderet perçut en Gine une malédiction appelée Illusion de la lame, destinée à réprimer ses compétences martiales. Ce sort cruel, conçu pour le condamner, intriguait le seigneur des ombres. Ce dernier déclara qu'à partir de cet instant, Gine serait libéré de toute malédiction et qu'il prendrait plaisir à le voir devenir un mage exceptionnel. L'instant d'après l'aura disparu de la pièce. Libéré de ses chaînes invisibles, Gine saisit son épée. Lorsque Gine sortit et dégaina son épée, pour la première fois, il sentit sa légèreté, comme si elle était devenue une plume entre ses mains. Tentant un mouvement, il y ajouta une touche de magie. À cet instant précis, le jeune homme banni, autrefois considéré comme le pire épéiste de l'histoire des Rincandel, venait de renaître. Gine s'exclama avec enthousiasme, il allait enfin l'obtenir. Mais tapi dans l'ombre, une menace rôdait. Soudain, Gine ouvrit les yeux et perçut des cris déchirants. Il était couvert de pierres, le sang maculant son corps. Son corps était si lourd qu'il ne pouvait bouger. Chaque cri à l'aide semblait étouffer et le hanter. Près de la mort, il ne pouvait croire qu'il était en train de mourir ainsi, dans un sommeil trompeur. Des pensées obsessionnelles s'emparèrent de lui. Il se voyait comme un être insignifiant, regrettant amèrement de n'avoir eu qu'un bref aperçu du pouvoir magique combiné à celui de Solderet. Dans son désespoir, il se demanda, est-ce vraiment la fin? Pourquoi m'avoir donné une chance si cela devait se terminer ainsi? Et puis, tout changea, un bruit de pleurs de bébé déchira son esprit. Gine se retrouva propulsé dans son enfance. Il était entouré d'hommes de sa famille. Confus, il se demandait ce qui se passait, perdu dans le mystère de sa propre mort. Il savait qu'il était mort, mais cette scène semblait réelle. Une jeune femme se tourna vers lui et, d'un ton doux, lui demanda de ne pas perdre espoir. C'était sa nourrice, Gilly. Tout autour de lui, il reconnut un champ jonché d'épées et aperçut l'épée Barizada. Il réalisa soudain qu'il avait régressé et était revenu au moment de la cérémonie de sélection. À ce moment-là, il avait à peine 1 an. Lors de sa vie précédente, il avait choisi l'épée du chef de famille par pur hasard. Mais cette fois, il décida de le faire volontairement. En posant la main sur l'épée Barizada, il provoqua la stupeur générale. Les spectateurs, et même ses proches, étaient incrédules. Le chef de famille lui-même confirma que son fils cadet avait choisi l'épée légendaire. La cérémonie achevée,
l'ordre fut donné. Gine devait être envoyé au château de la Tempête. Ce château, majestueux et imposant, portait bien son nom. 6 années passèrent. Selon les règles familiales, Gine devait y rester jusqu'à ses 10 ans. Cependant, ce séjour ne lui apportait aucune joie. Ce jour-là, alors que Gine était dans la bibliothèque, des cris retentirent dans le château. Une domestique, tremblante et assise à terre, annonça qu'un oiseau mort avait été trouvé dans la chambre de Gine. Gine comprit immédiatement. Seuls les occupants du château pouvaient avoir orchestré cela. Peu après, ses frères jumeaux entrèrent dans la pièce. Daytona et Aytona, âgés de 9 ans, étaient respectivement les 11e et 12e fils de la famille Rincandel. Leur sourire narquois ne laissait aucun doute sur leur culpabilité. Ils lui demandèrent, d'un ton sarcastique, s'il avait aimé leur cadeau. Gine, silencieux, les observa en pensant au genre de monstre qu'il deviendrait un jour. Même à 9 ans, il n'hésitait pas à tuer un oiseau sans défense, simplement pour le tourmenter. Aytona, agacé par l'absence de réaction de Gine, le provoqua davantage. Quand Gine tenta de parler, Aytona exigea qu'il répète ses paroles. Mais le jeune garçon resta impassible, jusqu'à ce que Aytona lui attrape l'épaule, prêt à le frapper. Cependant, Gine bloqua l'attaque à temps. Sous le choc, Aytona recula tandis que Gine, empli d'une sombre énergie, lui ordonna de se taire. La tension monta. Gine, dans un élan de colère, gifla Aytona avec une force inattendue. Outré, ce dernier protesta violemment, mais Gine frappa à nouveau, cette fois avec encore plus de puissance. La pièce sembla vibrer d'une énergie obscure émanant de Gine. Il frappa son frère une 3e fois, un coup direct à l'estomac, laissant tout le monde en état de choc. Gine déclara d'un ton glacial qu'il valait mieux que ses frères restent loin de lui désormais. À cet instant, un homme vêtu d'un manteau rouge, Kan, accourut, attiré par le bruit. Il découvrit les jumeaux inconscients à terre et Gine, debout, une sombre énergie émanant de sa main. Kan, visiblement troublé, demanda ce qui s'était passé. Gine, d'un regard perçant, répondit calmement que les jumeaux s'étaient battus entre eux, puis étaient tombés. Kan doutait de cette explication, mais Gine, imperturbable, maintint son mensonge. Avec un soupir résigné, Kan accepta l'histoire, emporta les jumeaux sur ses épaules et se prépara à les amener chez le médecin. Gine l'interrompit fermement. Cela n'est pas nécessaire pour l'instant. Sous une pluie battante, Gine se dirigea vers un arbre où il enterra l'oiseau que ses frères avaient tué. Kan, le suivant, remarqua les jumeaux laissés dans la boue. La pluie redoublait d'intensité, et Kan, perplexe, demanda si Gine comptait vraiment les abandonner là. Gine, fixant la tombe improvisée de l'oiseau, répondit froidement que ses frères avaient besoin de réfléchir à leur comportement. Kan obéit à contre-cœur, alors que Gine retournait au château, mais il n'était pas en paix. En observant la sombre énergie autour de Gine, il réalisa qu'il s'agissait de magie, une découverte alarmante. Il décida immédiatement d'en informer le chef de la famille. Pendant qu'il se hâtait de sceller son cheval, Gine observait tout depuis une fenêtre. Il comprit rapidement que Kan comptait faire un rapport de la situation au patriarche. Cette énergie, la magie des ombres, était la preuve du contrat qu'il avait passé avec Solderay, le seigneur des ombres. Gine savait que cette puissance le rendait invulnérable aux malédictions, notamment celle qui avait ruiné sa vie précédente, l'illusion de la lame. Dans cette nouvelle vie, il était déterminé à changer son destin. Entre-temps, ailleurs, Kan était déjà à genoux devant le chef de famille, rapportant les événements. Le père, impassible, écouta en silence avant d'ordonner qu'on rassemble les étendards et 200 chevaliers. Il annonça qu'il se rendrait lui-même au château de la Tempête pour confronter son fils cadet. Ainsi le cortège prit la route pour le château de la Tempête où se trouve Gine. Les porteurs d'étendards furent convoqués. Parmi eux, une jeune femme aux cheveux noirs, Marie Rincandel, la 7e porte-étendard, interrogea son frère sur les raisons de cette agitation. Elle semblait indifférente, bâillant et murmurant qu'elle avait d'autres priorités. À ses côtés, Diffus Rincandel, le 4e porte-étendard, se montrait plus réfléchi, observant que c'est certainement le plus jeune que le veut voir. Déconcertée, Marie interrogea Diffus sur la raison pour laquelle leur père voulait voir Gine en personne. Avec un léger sourire, Diffus lui rappela que Gine avait choisi l'épée du chef de famille lors de la cérémonie de sélection. Cela sembla raviver les interrogations de Marie, qui se demandait si cette décision avait suffi à motiver leur père. Elle admit néanmoins qu'il était difficile de deviner ce qui se passait dans l'esprit de leur père. Luna Rincandel, la première porte-étendard de la famille, intervint doucement pour appeler à Marie et Diffus de faire silence. Marie se perdit dans ses pensées, cherchant à comprendre pourquoi leur père, habituellement distant, se déplaçait personnellement pour Gine. Était-ce parce qu'il le considérait spécial? Pendant ce temps, Gilly,
La nourrice de Gine ajustait son col avec soin, lui annonçant que le chef de famille venait au château. En silence, Gine réfléchissait. Il était convaincu que Khan avait rapporté les événements à son père. Cependant, il doutait que Khan ait été explicite. Il devait s'être contenté de décrire ce qu'il avait vu, notamment cette énergie obscure qu'il avait laissé paraître. Gine savait que son père voudrait examiner cette force mystérieuse, curieux de savoir si elle pourrait contribuer à la grandeur de la famille. Les portes du château s'ouvrirent brusquement, laissant entrer les chevaliers. Leurs épées pointaient vers le ciel, et leur armure étincelait sous le faible éclairage. En tête de ce cortège se trouvait Chiron Rincandel, le patriarche. Il fit son entrée avec une majesté imposante, portant l'épée légendaire Barizada, symbole de la lignée. Aussitôt, il ordonna que les jumeaux soient amenés devant lui. À genoux devant leur père, les jumeaux parurent nerveux lorsque Chiron leur demanda quel était leur tort. Rapidement, ils détournèrent la faute sur Gine, affirmant qu'il les avait attaqués sans provocation avec une puissance étrange, semblable à de la magie. Profitant de cette accusation, ils rappelèrent que la magie était strictement interdite dans leur famille. Avant qu'ils ne puissent continuer, alors Marie soupirait à la nouvelle, Chiron interrompit froidement. Il fixa ses fils et leur rappela que leur comportement ne leur permettrait jamais de survivre dans la famille Rincandel. Troublés, les jumeaux baissèrent la tête et quittèrent la pièce, laissant un silence pesant. Puis, Chiron exigea qu'on lui amène Gine. Le patriarche Chiron était une figure légendaire, un chevalier quasi divin, dénué d'émotions humaines et entièrement dévoué à l'ascension du clan Rincandel. Dans son esprit, ceux qui manquaient de talent pour l'épée n'étaient rien de plus que des ombres inutiles. Gine, profondément déterminé, se promit de renverser cette perception. Il entrerait dans la salle avec l'intention de forger un avenir différent. Lorsqu'il franchit les portes, un silence solennel s'abattit. Gine avança avec assurance et se mit à genoux devant son père, l'appelant respectueusement Monseigneur. Intrigué, Chiron lui demanda pourquoi il ne l'appelait pas père. Gine expliqua calmement que, compte tenu de la présence des chevaliers et des membres de la famille, il considérait leur rencontre comme une audience officielle. Son raisonnement impressionna Luna, qui le trouva remarquable. Chiron, après une brève pause, invita Gine à parler, quel était son tort dans la confrontation. Ce dernier avoua que c'était la vengeance, affirmant que dans la famille Rincandel, chacun devait recevoir ce qu'il méritait, qu'il s'agisse de bien ou de mal. Marie, touchée par ces paroles, observa son jeune frère avec un mélange d'admiration et de curiosité. Finalement, Chiron demanda à tout le monde de quitter la pièce, laissant Gine seul avec lui. Les chevaliers, sortant à contre-cœur, se muraquant à murmurer entre eux, intrigués par cette scène. Les discussions allaient bon train parmi les chevaliers et les porte-étendards. Certains se demandaient si le jeune maître réussirait à passer l'épreuve du chef de famille. Une voix ferme interrompit ces spéculations. L'un des porte-étendards leur ordonna de cesser de perdre du temps et de suivre les ordres. Avant de quitter la pièce, Marie se retourna, un sourire espiègle sur les lèvres, et murmura que c'était impressionnant pour un si jeune garçon de pouvoir avoir une audience privée avec leur père. Une fois la salle vidée, Chiron, le chef de la famille, brisa le silence. Il annonça qu'il avait des questions à poser à Gine en personne. Selon les jumeaux, Gine possédait un pouvoir spécial. Restant fidèle aux règles strictes des Rincandel, Gine tenta de détourner le sujet, rappelant que la magie était interdite au sein de leur clan. Après tout, l'utilisation de la magie empêchait de se consacrer pleinement à la maîtrise de l'épée. Mais Chiron ne se laissa pas convaincre. Il insista à nouveau, exigeant de savoir ce qu'était cette force. Si c'était de la magie, prévint-il, cela ne resterait pas impuni. Gine, bien que troublé, prit une profonde inspiration. Il admit qu'il ne savait pas exactement ce qu'était cette puissance. Ce n'est ni de la magie ni une aura. Tout en parlant, une énergie obscure commença à irradier de ses mains. Fasciné et légèrement inquiet, Gine forma une sphère de cette énergie et la montra à son père. Le visage de Chiron se ferma un instant. Puis, une lueur de compréhension traversa son regard. Il identifia immédiatement cette énergie. C'était le pouvoir du dieu des ombres, Solderet, un pouvoir lié au fondateur de la famille Rincandel. Chiron expliqua que ce pouvoir, disparu depuis des générations, était jadis le symbole de leur grandeur. Il en conclut que Gine, doté de cette énergie, était destiné à diriger leur clan. Le patriarche chef de la famille continua. Le seigneur Solderet, dieu des ombres, a signé un contrat avec le premier seigneur de Rincandel, le seigneur Thémar, ce qui a marqué le début de notre famille. Cependant, après que le seigneur Thémar soit décédé, Solderet a disparu du clan Rincandel. Je n'en connais pas la raison, mais il semblerait qu'il soit de retour parmi nous grâce à toi. Après ces explications, Gine, faisant mine d'être intrigué, posa une question sournoise. Cette personne, ce fameux dieu Solderet, est-il plus fort que vous?
Chiron resta silencieux un moment avant de répondre qu'il n'avait jamais eu à affronter un dieu et qu'il ne connaissait pas la réponse. Jin, le regard rempli de malice, se dit intérieurement, il ne sait pas. Parce qu'il n'a jamais combattu un dieu, c'est définitivement une réponse qui convient pour le plus fort des hommes. Chiron s'approcha lentement et posa une main sur la tête de Jin. Ce geste, à la fois inhabituel et empreint d'une étrange douceur, déconcerta le jeune garçon. Chiron le félicita pour sa curiosité et ajouta que sa visite avait été une bonne décision. Puis, avec un sourire rare et presque énigmatique, il lui posa une question cruciale. « Que feras-tu de ce pouvoir, Jin ?» Sans hésitation, Jin plaça une main sur son cœur et déclara qu'il utilisera cette force pour le bien de la famille. Chiron, cependant, sembla dubitatif. Il répéta les mots de son fils d'un ton moqueur, avant de rire brusquement. Sa voix résonna dans la pièce, laissant Jin perplexe. Le patriarche retrouva vite son sérieux et le confronta. « Tu dis que ce pouvoir est pour le bien de la famille, mais tu as battu tes frères et les as laissés dehors sous l'orage. Comment oses-tu prétendre cela ?» Jin baissa la tête, sentant la honte et la peur l'envahir. Mais il trouva en lui une lueur de courage. Il répondit calmement qu'il utilisera ce pouvoir pour atteindre ses objectifs. À sa grande surprise, cette réponse sembla satisfaire Chiron, qui esquissa un sourire approbateur. Il se détourna et se dirigea vers la sortie, non sans glisser un dernier avertissement, « Je te surveillerai ». Lorsque les portes se refermèrent derrière son père, Jin, resté seul, ne put contenir davantage ses émotions. Il trembla légèrement, son esprit tiraillé entre la fierté, le soulagement et une profonde détermination. Jin était terrifié, haletant. Mais il était soulagé d'avoir évité le pire. Il ne s'attendait pas à ce que son père s'y intéresse autant. Alors qu'il reprenait son souffle, un souvenir de sa vie précédente lui traversa l'esprit. Un moment où il se tenait, brisé, dans l'ombre de son père, qui ne daignait même pas lui accorder un regard. Mais cette vie-ci était différente, l'exact opposé. Serrant le poing, un sourire déterminé éclaira son visage. Peu de temps après cette rencontre, lors d'une promenade dans le château de la Tempête avec sa nourrice, une voix appela Jin. C'était Marie, sa sœur, qui lui tendit une boîte mystérieuse. Intrigué, il lui demanda ce que c'était. Avec un sourire malicieux, elle répondit que c'était un cadeau spécial de sa grande sœur. Déposant la boîte dans les bras de la nourrice, elle ajouta qu'elle était lourde et conseilla à Jin de bien le cuisiner, de le manger soigneusement. Marie intima à Jin de devenir fort rapidement, avant de partir en compagnie de Diffus toute souriante. Ces paroles énigmatiques laissèrent Jin perplexe. Que pouvait contenir cette boîte? Lorsqu'il l'ouvrit, une lumière orange éclatante s'en échappa. La nourrice recula, stupéfaite. À l'intérieur se trouvait ce qui ressemblait à un cœur, rayonnant d'une énergie étrange. Il s'agissait du cœur d'un phénix. Jin n'en croyait pas ses yeux. Offrir un tel objet à un enfant semblait insensé. Mais Marie, surnommée Marie la Tempête ou encore la Furie des Terres du Sud, n'était pas une femme ordinaire. Chevalier de 6e rang, porte-étendard de la famille Rincandel, elle portait en elle une folie guerrière. Ce cadeau n'était pas anodin. Elle espérait que Jin grandisse, devienne fort, et qu'un jour, il serait capable de la combattre. Assis à table, Jin pensa, il savait qu'en mangeant cet artefact, il pourrait non seulement devenir résistant au feu, mais aussi accélérer sa croissance. Il se rappela même que les mages de 6e rang avaient besoin d'un tel cœur pour invoquer un phénix. Peut-être que dans cette vie, lui aussi pourrait y parvenir. Jili revint avec une assiette, posant doucement le plat devant lui. Elle lui suggéra de commencer à manger tant que c'était chaud, ajoutant que ce cadeau de Marie était vraiment magnifique. Tandis que Jin se préparait à goûter, les jumeaux se tenaient derrière lui, visiblement attirés par l'odeur du repas. Il leur demanda directement ce qu'ils voulaient. Bafouillant, ils insinuèrent qu'il y avait trop de nourriture pour qu'ils puissent tout manger seuls. Jin, amusé, leur proposa un marché. Avant de manger, ils devaient accomplir une tâche pour lui. Les deux frères, bien que mécontents, s'exécutèrent. Ils se rendirent dans une mine proche, munis de pelles et de lanternes, pour creuser selon les instructions de Jin. Grommelant tout le long, ils se demandaient pourquoi ils devaient faire cela et redoutaient les ennuis que cela pourrait leur causer. Ce que les jumeaux ne savaient pas, c'est que cette grotte menait à une salle bien étrange. À l'intérieur, une silhouette gisait dans une cellule remplie en forme de tube. Une aura sombre émanant de l'individu inconscient, enfermé là depuis un temps indéterminé. Cet être à la peau écaillée semblait bien mystérieux. De retour au château, sales et exténués, les frères présentèrent leur rapport à Jin. Celui-ci les félicita, soulignant la rapidité de leur travail. Leur récompense les attendait, 2 petites cuillères de soupe. Face à cette maigre portion, les frères protestèrent, appelant Jin petit frère sur un ton sarcastique.
Mais Jin répondit calmement, rappelant qu'il avait promis de partager la soupe, sans préciser la quantité. Avec un sourire énigmatique, il leur souhaita un bon appétit. Les frères, frustrés mais impuissants, s'assirent devant leur maigre butin. La scène nous amène parmi les arbres. Jin, abaissant sa capuche, semblait avoir remarqué quelque chose. Il s'était rendu à la mine où les jumeaux avaient travaillé, selon ses instructions. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils se donnent autant de mal. Tapotant la paroi rocheuse, il conclut qu'un sort de premier rang suffirait pour la briser. Dans ses mains, une sphère verte apparut, entourée d'une aura magique de même couleur. Amusé, il murmura qu'il était presque déçu de ne pas avoir eu l'occasion de tester sa magie plus tôt. Il posa ses mains contre la paroi. Une rune magique apparut, et la roche vola en éclats. Jin, un sourire satisfait sur les lèvres, déclara qu'il était enfin arrivé à destination. Devant lui se tenait une imposante porte scellée. Ce lieu, le dépôt secret des Rincandelles, lui était inconnu dans sa vie précédente. Une certaine maladresse l'envahit en réalisant qu'il se tenait là où, autrefois, il n'avait jamais eu accès. Il repensa aux paroles de son frère aîné. Une phrase codée était nécessaire pour ouvrir la porte. Un sourire éclaira son visage. S'approchant, il prononça distinctement « L'enfant des Rincandelles vient pour réconforter Murakan ». La porte se mit en mouvement et s'ouvrit lentement. Jin entra dans l'immense dépôt. Cet endroit abritait les secrets des familles que les Rincandelles avaient détruites au cours du dernier millénaire. Seuls les porte-étendards avaient le droit d'y pénétrer. Dans sa vie antérieure, son frère, Diffus, lui avait fait comprendre que ce lieu ne lui était pas destiné et lui avait parlé de la phrase codée. Aujourd'hui, Jin comptait bien tirer parti de ce savoir. Alors qu'il avançait, une aura sombre attira son attention. Intrigué, il s'approcha et distingua une cellule. À l'intérieur, une silhouette humaine se dessinait, mais son visage couvert d'écailles lui fit comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un humain ordinaire. Peu à peu, Jin comprit. Le mot Murakan, prononcé dans la phrase codée, faisait écho. Était-ce possible que la créature devant lui soit Murakan, le dragon noir? Les légendes racontaient que le tout premier patriarche avait vaincu ce dragon et l'avait plongé dans un sommeil profond. Jusqu'à ce jour, Jin n'avait jamais cru à ces histoires. Mais face à cette créature, son scepticisme vacilla. Il resta figé un moment, fixant Murakan, avant de se rappeler la véritable raison de sa venue, les livres. Alors que Jin s'en allait vers une autre pièce à la recherche des ouvrages secrets, la silhouette immobile dans le tube fit un léger mouvement de la main. Poursuivant sa quête, Jin parcourut les rayonnages. Il trouva enfin la piste qu'il cherchait, contenant les secrets d'anciennes familles. Il commença par étudier la théorie des épéistes de la famille Kungen. Mais à mesure qu'il lisait, il comprit que la complexité du contenu dépassait de loin la magie de troisième rang. Transporter tous les livres était impossible. Alors Jin décida de copier les informations essentielles discrètement, jour après jour. Mais un soir, alors qu'il s'affairait, des bruits étranges se firent entendre. Alarmé, il interrompit son travail. Il se demandait qui était là. Pour l'instant, il n'y a personne au château de la Tempête qui viendrait à la bibliothèque. La porte s'ouvrit soudain, et une silhouette imposante apparut. L'homme entra et fixa Jin. Ce dernier, stupéfait, reconnut Murakan. Comment pouvait-il être éveillé? Cela ne figurait dans aucun souvenir de sa vie précédente. Le dragon noir, maintenant bien éveillé, arborait des écailles brillantes et un œil reptilien qui scintillait d'une lumière jaune intense. Jin, pris de panique, tenta de se rassurer. Il savait que Murakan, le dragon, était le gardien de la famille Rincandelle. Avec respect, il s'inclina et se présenta au gardien comme un enfant de la famille. Mais à ces mots, Murakan sembla s'emporter. Ses veines, saillantes sur son front, trahissaient une colère bouillonnante. Il hurla, demandant à Jin ce qu'il venait de dire. Reprenant son souffle, il exigea de savoir si Jin l'avait vraiment appelé gardien. Murakan était furieux. Sa voix résonnait avec une telle puissance que Jin dut se couvrir les oreilles de ses mains. Indigné, Murakan criait, l'accusant d'oser le traiter comme un serviteur. Il maudit les Rincandelles, dénonçant leur arrogance et ce qu'ils avaient raconté à leurs descendants, qu'il n'était désormais qu'un gardien. Après avoir inspiré et expiré profondément, il finit par avouer qu'il avait été enfermé depuis très longtemps et venait tout juste de se réveiller. Fixant Jin, qui restait perplexe, il s'agenouilla, cherchant quelque chose en lui. Il se pencha soudain pour le renifler. « Pourquoi sens-tu l'énergie des ombres » demanda-t-il, troublé. Même après 1000 ans de sommeil, il affirmait ne pas avoir oublié cette odeur. Pour lui, seul un être ayant conclu un pacte avec Solderay, le dieu des ombres, pouvait dégager un tel parfum. Soudain, tout devint clair pour Jin. C'était sa propre puissance qui avait éveillé Murakan.
Mais le dragon noir continuait de chercher l'origine exacte de cette énergie. Jin, prenant une grande inspiration, choisit de lui montrer. Il lui expliqua que son père lui avait dit que le dieu des ombres lui avait offert ce pouvoir. Cette déclaration ne plut pas du tout à Murakan. Une goutte de sueur roula sur son front, et il murmura qu'il espérait que tout cela n'était qu'une plaisanterie de solderet. Il semblait désemparé à l'idée que celui qu'il avait attendu pendant 1000 ans ne soit qu'un enfant. Le silence s'installa. Murakan, visiblement désemparé, s'agenouilla face à Jin et lui raconta une promesse qu'il avait faite jadis à Solderet. Cette promesse, il devait maintenant l'accomplir, et cela nécessitait de s'allier avec Jin. Alors que ce dernier cherchait à en savoir plus, Murakan le coupa court. « Je t'expliquerai tout plus tard. Je viens juste de me réveiller, et mes pensées sont encore brouillées. » Pourtant, il tenait à se présenter comme il se doit. Une aura d'énergie obscure enveloppa Murakan, stupéfiant Jin. Murakan déclara être un représentant de Solderet, le dernier descendant de la première créature créée à partir des ombres. Alors qu'il parlait, son apparence changeait. Ses mains, recouvertes d'énergie sombre, se transformèrent en griffes. Ses yeux brillèrent d'un éclat blanc surnaturel, et ses bras se métamorphosèrent en ailes imposantes. Enfin, il prit sa véritable forme, celle d'un immense dragon noir, irradiant une puissance écrasante. Selon le contrat millénaire, déclara-t-il, je te servirai désormais. Jin resta muet, ébahi par l'idée qu'une créature aussi majestueuse puisse devenir son allié. Murakan, dans sa forme draconique, lui demanda son nom. Avec un sourire, Jin répondit fièrement, Jin Rincandel, 13e et plus jeune descendant de la famille Rincandel. Ce dragon, autrefois connu sous le nom de Murakan, avait régné sur les terres des Rincandel avant d'être vaincu 1000 ans auparavant par Témar. Sa défaite avait conduit à la destruction du château de la Tempête et à son long sommeil. De retour à l'extérieur du dépôt, Jin réfléchissait. Pouvait-il vraiment croire tout ce que le dragon noir lui avait raconté? Selon la légende, tout contractant avec un dieu devait être accompagné d'un dragon gardien. Pourtant, il ne semblait y avoir rien sur le dieu Solderet, probablement à cause de son hibernation de Murakan. Maintenant qu'il était réveillé, il deviendrait le protecteur personnel de Jin. Dans les jours qui suivirent, Jin cacha Murakan dans la bibliothèque secrète. Ils passèrent de longues heures ensemble, Jin posant 1000 questions et Murakan répondant avec la connaissance accumulée d'un millénaire. Curieusement, le dragon développa une passion inattendue, les tartes aux fraises que la nounou de Jin préparait. Cela faisait déjà quelques mois que Murakan s'était réveillé et chaque jour, Jin copiait les textes précieux tout en écoutant les récits de Murakan. Lorsqu'il interrogea le dragon sur la bataille avec Témar, Murakan avoua qu'il ne se souvenait plus des détails, mais il était certain d'une chose, il voulait une autre tarte, révélant une passion insoupçonnée pour ce dessert. Puis nonchalamment Murakan demanda à Jin ce qu'il faisait à chaque fois qu'il venait à la bibliothèque. Jin expliqua qu'il transcrit les livres de la bibliothèque afin d'avoir des copies avec lui. Intrigué, Murakan demanda si Jin comprenait réellement le contenu des ouvrages et Jin lui avoua qu'il en comprend juste environ 30% du contenu. Avec un léger sourire Murakan tenta de l'encourager, ne perds pas espoir. Pour ton âge, ce que tu fais est déjà impressionnant. Jin répliqua avec un brin d'arrogance. Cela peut être vrai pour des enfants ordinaires, mais pas pour moi. Je suis un Rincandel, et je n'ai pas le droit de me relâcher. J'ai 12 frères et sœurs aînés, sans oublier maman, papa et mes grands-parents. Si je veux tous les surpasser, je dois redoubler d'efforts. Intrigué, Jin demanda, à ton avis, combien de ce livre le fondateur aurait-il compris? Jin se perdit dans ses pensées, se demandant comment il se mesurerait à l'homme le plus fort de l'histoire et comment il pourrait prouver sa valeur. Murakan répondit calmement, à ton âge, il n'aurait pas compris une seule ligne. Mais la théorie n'est pas toujours nécessaire. Murakan expliqua que même si Témar ne lisait pas beaucoup, il combattait avec brio. Tu as le potentiel de Témar, ajouta-t-il. Mais tu n'es pas encore à son niveau. Ces mots blessèrent profondément Jin, qui demanda avec inquiétude. Est-ce que cela veut dire que je ne pourrai jamais devenir comme Témar? Après un court silence, Murakan répondit avec sincérité. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Murakan continua. Tu es un contractant de Solderet, tout comme Témar, et tu es capable de lire de tels livres. Il posa une main rassurante sur la tête de Jin. Tu es encore jeune. Avec de la patience et de l'entraînement, tu pourras non seulement devenir aussi fort que Témar, mais peut-être même le surpasser. Ces paroles réveillèrent un nouvel espoir en Jin, qui demanda, un brin sceptique. Tu le penses vraiment? Absolument, répondit Murakan avec assurance. Il expliqua que si Solderet est surnommé l'infini, c'est parce qu'il possède un pouvoir sans limite. Donc les pouvoirs de Jin n'ont pas de limite non plus. Pour détendre l'atmosphère, Murakan décida de lui enseigner une technique secrète. Quelle sorte de technique est-ce?
demanda Jin. C'est une méthode pour libérer l'énergie des ombres, répondit Murakan. C'était la première fois que Jin entendait parler d'une telle chose. Murakan expliqua qu'il s'agissait d'une étape cruciale pour maîtriser la magie des ombres. Mais il mit en garde Jin. Si tu ne maîtrises pas bien cette technique, elle peut être dangereuse. Nous avancerons donc lentement et prudemment. Curieux, Jin accepta les conditions et demanda aussitôt par où commencer. D'abord, tu dois apprendre à libérer le mana, expliqua Murakan. Bien que perplexe, Jin se rappela l'avoir déjà fait dans une vie antérieure. Murakan détailla que libérer l'énergie des ombres consistait à ouvrir et faire circuler le flux de mana, ce qui nécessitait une maîtrise parfaite. Cela prendra 2 ou 3 ans, précisa-t-il. Jin trouva cela interminable et protesta. Mais Murakan lui répondit avec un sourire. Tu ne peux pas apprendre des techniques avancées sans maîtriser les bases. Cependant, Jin tenait déjà une sphère magique entre ses mains et il demanda. Et maintenant, que dois-je faire? Lorsque Murakan vit cela, il resta bouche bée. Comment fais-tu cela? Demanda-t-il, stupéfait. Jin haussa les épaules. Je le fais depuis un moment. Pour prouver ses capacités, il fit passer la sphère de mana d'une main à l'autre, laissant Murakan abasourdi. Seuls les plus grands génies en sont capables, murmura-t-il. Voyant cela, Murakan décida de montrer à Jin à quoi ressemblait réellement la libération de l'énergie des ombres. Il expliqua que cette énergie, encore appelée le ki de l'ombre, provenait des ombres elles-mêmes, créées par Solderay. Tandis qu'il parlait, les ombres autour de lui commencèrent à se déformer et à converger sous ses pieds. Solderay est le maître toute ombre, dit-il. Et toi, tu es son contractant. Tout autour dans la pisse, les ombres des objets environnants prirent vie et se regroupèrent sous l'ombre de Murakan. Toi aussi, tu pourrais devenir un seigneur des ombres. Qu'en penses-tu? En observant cette démonstration, Jin était à la limite effrayé par le pouvoir qu'il voyait. Après avoir terminé sa démonstration, Murakan s'exclama alors. Très bien, qu'en dis-tu petit? C'est la libération du ki de l'ombre. Jin, qui était toujours confus, se retourna vers Murakan sans dire un mot, son visage affichait l'expression de la frayeur qu'il avait ressentie. Pendant ce temps, ailleurs, à l'orée d'une forêt, sous les derniers rayons du soleil couchant, Lady Luna se tenait au-dessus d'un monstre qu'elle venait de vaincre. Un chevalier s'approcha pour l'informer que leur territoire était sécurisé, mais qu'il restait 5 autres zones à nettoyer pour terminer leur mission. Luna, le regard empreint de tristesse, observa les corps des créatures éparpillées autour d'elle. Luna s'interrompit un instant puis demanda au chevalier. Au fait, qu'est-ce que les enfants de 9 ans aiment en général? 6 mois après sa rencontre avec Murakan, les jumeaux quittèrent le château de la tempête. Les jumeaux annoncèrent à Jin qu'ils se reverraient bientôt. Jin leur souhaita de prendre soin d'eux. Pendant ce temps, Jin venait de fêter ses 9 ans. Sa nourrice, Jili, entra dans la pièce avec un sourire chaleureux. « Joyeux anniversaire, mon garçon !» dit-elle en lui offrant un gâteau. Jin la remercia avec sincérité et lui demanda de partager ce gâteau avec tout le monde. Soudain, Kan fit irruption dans la chambre. « Excusez-moi de vous interrompre, » annonça-t-il. Jin, surpris, lui demanda ce qui se passait. Kan lui répondit, « Lady Luna est arrivée au château. » À cette nouvelle, Jin et Jili échangèrent un regard stupéfait. La visite de Luna, la première porte-étendard des Rincandel et chevalière de 9e rang, était inattendue. Luna était la première-née de la famille et surnommée la baleine blanche. Elle était bien plus puissante que tous ses frères et sœurs, mais ne s'intéressait pas aux luttes de pouvoir qui gangrenaient la famille. Une véritable solitaire. Dans sa vie précédente, Jin et Luna n'avaient presque aucun lien. Ils semblaient appartenir à des mondes différents. Cette distance rendait la visite de Luna d'autant plus surprenante. D'abord, Jin pensa qu'un événement grave avait motivé sa venue. Peut-être avait-elle découvert qu'il avait accédé à la bibliothèque secrète? Lorsque Jin descendit rencontrer Luna, les premiers mots de Luna furent « Tu as grandi, Jin ». Pensant qu'il s'agissait d'une visite officielle, Jin répondit poliment « Si j'avais su que vous veniez, je me serais habillé convenablement ». Luna, amusée, répliqua « Dois-je vraiment prévenir tout le monde pour rendre visite à mon petit frère ?» Jin était déconcerté. Ne comprenant pas son attitude, Luna posa doucement ses mains sur ses épaules. « Est-ce que tu es malade? Tu as l'air fatigué ?» lui demanda-t-elle. « Non, je vais bien. Je suis juste un peu nerveux », répondit-il. Jin ne pouvait s'empêcher de la regarder avec fascination. C'était la première fois qu'il la voyait d'aussi près. Il admit que sa présence le mettait mal à l'aise. Ces mots firent réfléchir Luna. Elle devint soudain pensive. Elle réalisa que dans leur famille, où trahison et complot étaient monnaie courante, il était normal de se méfier des intentions des autres. Cette pensée la troubla, et elle finit par baisser les yeux. « J'ai dû te manquer de respect », murmura-t-elle. Surpris,
Jin resta perplexe. Luna continua, hésitante. Même si tu es encore jeune, tu es un rincandelle. Je ne devrais pas oublier cela. Puis, elle s'accroupit devant Jin et lui demanda. Mon cher cadet, Jin, dit-elle avec tendresse. J'aimerais te parler en privé. Elle demanda à la nourrice et au chevalier de les laisser seuls. Cette demande intrigua Jin, qui répondit qu'il acceptait, même s'il ne comprenait pas ce qu'elle avait à lui dire. Une fois seule, Luna prit une profonde inspiration. Jin, mon petit frère. Je suis venu te dire quelque chose d'important, une chose qui justifie ma visite sans invitation. Curieux, Jin l'encouragea à continuer. Luna expliqua que l'intérêt que leur père avait récemment porté à Jin avait attiré l'attention de tous leurs frères et sœurs. Prenant sa main avec douceur, elle déclara « Une fois que tu quitteras le château de la tempête, ils te surveilleront de près. » Son inquiétude pour le futur de Jin était palpable. Elle ajouta qu'elle espérait qu'il puisse vivre heureux, loin des conflits familiaux. « Je ne veux pas que tu sois blessé par nos coutumes, » dit-elle avec tristesse. Ces paroles touchèrent Jin, qui comprit enfin les véritables raisons de sa visite. Il réalisa aussi que, dans sa vie précédente, Luna n'avait jamais tenté de l'avertir. Il se demanda pourquoi. Était-ce parce qu'il n'avait aucune importance à ses yeux, ou parce qu'il ne représentait aucune menace pour ses frères et sœurs? Il posa une main reconnaissante sur le poignet de sa sœur. « Merci, Luna. Mais je n'ai pas l'intention d'abandonner, » dit-il avec détermination. Luna tenta de le rassurer. « Jin, je suis sincère. Je ne dis pas ça parce que j'ai peur que tu me menaces à l'avenir, mais au contraire. » Jin lui répondit calmement. « Je sais que tu es sérieuse. Mais il est déjà trop tard. » Pensant à la malédiction de l'illusion des lames, Jin révéla qu'il avait déjà vécu à une tentative d'assassinat. Ces mots firent changer l'expression de Luna, qui devint glaciale. « Qui a osé ?» demanda-t-elle d'une voix dangereusement calme. Jin, imperturbable, expliqua qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mais Luna, folle de rage, répéta avec insistance. « Qui a osé t'attaquer ici, au château de la tempête ?» Une aura sombre et violette émana soudain d'elle. La pièce entière se mit à trembler, y compris la tasse posée sur la table, sous l'effet de l'aura intense émanant de Luna. Jin leva les yeux vers elle et remarqua un changement radical. La douceur qu'elle avait manifestée quelques instants plus tôt avait disparu, remplacée par une colère glaciale. Ses yeux brûlaient d'un feu intense, prêts à anéantir quiconque avait osé s'en prendre à son frère. « Qui a tenté de te tuer ?» demanda-t-elle, la voix tranchante. Elle répéta sa question plusieurs fois, mais Jin, prudent, choisit de ne pas répondre directement. « Sœur, je vais bien, » finit-il par dire. Mais voyant son insistance, Jin précisa qu'il ne savait pas réellement qui en était responsable. Il tenta de la rassurer, mais regarde, je vais bien maintenant. Malgré cela, la réaction de Luna fit réaliser à Jin que tous ses proches ne le haïssaient pas. Un mince sourire éclaira son visage. Soudain, Luna, envahie par une profonde tristesse, le serra dans ses bras. « Te voilà déjà mêlé à ces conflits abjects, » murmura-t-elle, la voix brisée. Dans sa vie précédente, Jin n'aurait jamais imaginé que Luna puisse être aussi compatissante. Il se trompait sur elle. Cherchant à alléger l'atmosphère, Luna changea de sujet. Aujourd'hui est un jour spécial. Ce n'est pas le moment pour ces sombres pensées. Après tout, c'est ton anniversaire. Elle sortit une petite boîte de sa poche et la lui tendit. Ouvre-la, dit-elle avec un sourire tendre. À l'intérieur se trouvait un pendentif orné d'une pierre bleue éclatante. Elle lui demanda de se retourner, puis attacha elle-même le bijou autour de son cou. Si un jour tu te retrouves dans une situation désespérée, brise cette pierre. Peu importe où je serai, je viendrai à ton secours, expliqua-t-elle. Assure-toi de ne jamais enlever ce pendentif. Luna se pencha légèrement, un sourire doux éclairant son visage, et lui souhaita un joyeux anniversaire. Ensuite, ils se réunirent autour de la table pour boire du thé. La nourrice apporta un gâteau aux fraises. Luna, pleine d'affection, alla jusqu'à nourrir Jin à la cuillère comme un enfant, ce qui le mit mal à l'aise. Jilly, la nourrice, observait la scène avec un sourire satisfait, touché par l'amour évident de Luna pour son petit frère. Après cet instant de douceur, Luna se leva pour partir. « Prends soin de toi », dit Jin en lui faisant un signe de la main. Avec le pendentif autour du cou, il se rendit voir Murakan. À son arrivée, Murakan remarqua immédiatement le bijou et demanda « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Un cadeau d'anniversaire », répondit Jin. Murakan observa attentivement le pendentif. « Celui qui t'a offert, ça doit vraiment tenir à toi », fit-il remarquer. Intrigué par la réaction de Murakan, Jin lui demanda ce qui rendait ce pendentif si spécial. Murakan lui raconta l'histoire. Ce bijou est un artefact du roi des bêtes, Orgal. Il y a 1000 ans,
des gens risquaient leur vie pour en obtenir un. Jin, surpris, demanda « Est-il vraiment si extraordinaire ?» Absolument. Ce pendentif protège contre les attaques magiques inférieures au rang 5 et renforce le pouvoir magique de son porteur. En plus, il a une capacité d'invocation, répondit Murakan. Jin lui répliqua « Tu as l'air de très bien la connaître ?» Murakan afficha un sourire suffisant et dit « Eh bien, c'est parce que lui et moi étions en activité à la même époque. Quoi qu'il en soit, celle qui est venue plus tôt avec cette forte énergie, c'est elle qui te l'a donnée, n'est-ce pas ?» En lui donnant une boîte de provisions, Jin répondit qu'il s'agissait de sa sœur aînée. Puis il demanda si Murakan pouvait sentir son pouvoir même ici. Murakan lui dit « Bien sûr, et ta sœur a dû ressentir le mien aussi. » Cette révélation inquiéta Jin, qui craignait que Luna ne dévoile son secret. Mais Murakan le rassura. « Si elle t'a offert un objet si précieux, crois-tu vraiment qu'elle te trahirait? Tu peux lui faire confiance. » De son côté, Luna, quittant le château de la tempête, avait effectivement remarqué une énergie inhabituelle puissante en partant. Mais loin d'être hostile, elle choisit de l'ignorer, se jurant qu'elle serait toujours du côté de son frère, peu importe les circonstances. Jin réalisa alors que, malgré ses craintes initiales, sa vie au château de la tempête lui avait offert bien plus que des intrigues. La reconnaissance de son père, le soutien de Luna, l'amitié de Marie et même une rencontre avec le dragon gardien Murakan. Bien qu'il n'ait que 10 ans, sa vie prenait déjà un tournant qu'il n'aurait jamais imaginé dans son existence passée. Pourtant, il n'avait pas fini de se préparer. Dans une pièce remplie d'armes, Jin s'entraînait avec un maître d'armes. Les coups pleuvaient, mais il les bloquait habilement, montrant des progrès impressionnants. Le maître, après avoir observé Jin, murmura pour lui-même. « Maintenant, je comprends pourquoi même les plus grands s'intéressent à lui. » Le duel entre Jin et l'homme touchait à sa fin. Pourtant, malgré les apparences, ce n'était pas seulement l'élève qui était jugé. Le chevalier Khan avait aussi remarqué ce regard perçant de Jin qui révélait qu'il évaluait aussi son enseignant, cherchant à déterminer s'il méritait d'être son maître. Lorsque le combat cessa, le maître déclara que cela suffisait pour aujourd'hui. Il se tourna vers Jin, cherchant à savoir si quelque chose dans l'entraînement ne lui convenait pas. Puis, dans un geste respectueux, il s'inclina légèrement. « C'est un honneur de vous enseigner, jeune maître, » dit-il. « Je ferai tout mon possible pour vous préparer avant votre départ du château. » Jin répondit simplement avec un sourire. « Je compte sur vous, chevalier Khan. » Peu de temps après l'entraînement, Jin se trouvait assis dans un coin, une bougie à la main. Fasciné, il fixait la flamme. Lentement, il y plongea un doigt. Un éclat de joie illumina son visage. « J'ai enfin réussi !» s'exclama-t-il. Sa nourrice, qui venait d'entrer, s'approcha, alarmée. « Tu t'es brûlé ?» demanda-t-elle avec inquiétude. « Non », répondit Jin avec un sourire amusé. « Pour moi, le feu est maintenant aussi inoffensif que de l'eau tiède. » La nourrice, soulagée, rit doucement. « Je vois que le cadeau de Dame Marie fonctionne à merveille, » dit-elle. « J'avais entendu parler du cœur de phénix, mais je n'avais jamais vu ses effets de mes propres yeux. » Jin acquiesça, pensif. Après avoir mangé le cœur de phénix, il n'avait jusque là manifesté que la moitié du pouvoir du phénix et prévoyait d'assimiler la totalité dans quelques années. Pendant que la nourrice rangeait ses affaires, elle remarqua 2 livres posés sur une table. « Veux-tu les emmener pour ton voyage ?» demanda-t-elle. « Oui, je les lirai en route, » répondit Jin. La nourrice lui proposa de prendre autre chose, mais Jin secoua la tête. Après avoir fini ses préparatifs, elle ajouta qu'elle lui préparerait une tarte aux fraises. « J'aimerais bien, » répondit-il, avant de se lever brusquement. « J'ai un endroit à visiter. » Laissant Jili un peu perplexe. Jin se rendit à la bibliothèque secrète où il retrouva Murakan, son dragon gardien. « Je pars demain, » annonça-t-il. « Mais comment comptes-tu me suivre ?» demanda Jin, intrigué. Murakan éclata de rire. « Je suis le dragon noir légendaire, pas de quoi t'inquiéter. Même si je me suis affaibli, je te suivrai sans que personne ne s'en rende compte. » Jin fronça les sourcils. « Tu es affaibli? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Murakan haussa les épaules. « J'ai dormi 1000 ans. Mais ne t'inquiète pas, nous retrouverons notre force ensemble. Après tout, je suis ton dragon gardien. » Jin un peu surpris. « Ça veut dire que, pour que tu puisses retrouver ton pouvoir. » Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, Murakan le coupa en s'exclamant. « Bien sûr, plus tu deviens fort, plus je retrouverai ma force également. C'est pourquoi je veux que tu deviennes aussi fort qu'un magicien de Tempar. » Toujours un peu surpris, Jin continua. « Tu as dit que les Rincandel étaient à l'origine une famille de magiciens, non ?» C'est vrai que Jin posait cette question à Murakan et en réalité, Jin se rappelait que Solderay lui en avait déjà parlé dans sa vie antérieure. En effet,
La famille Rincandel était par nature une famille de magiciens. Le premier chef de la famille Thémar Rincandel était le plus puissant magicien de l'histoire. Pourtant, à présent, il n'y a plus presque personne qui connaisse cette vérité. Alors que Gine était resté là pensif à cette vérité, Murakan commença alors à parler des origines de leur famille. Les Rincandel étaient autrefois des épéistes mages, les plus puissants de leur époque. Mais à cause d'un contrat humiliant signé il y a 1000 ans, ils ont rejeté la magie pour se concentrer uniquement sur l'art de l'épée. Quoique, si je leur dis maintenant que je suis le tuteur du cadet de la famille, ces gens se sentiront gravement menacés. Murakan, prenant un ton un peu vantard, continua à ses propos. Si cela s'était produit il y a 1000 ans, toi et moi aurions été célébrés pour avoir ramené une créature aussi noble que moi. Gine, amusé, répliqua. Tu es sûr de ça? Le dragon fit une pause, puis rit doucement. Est-ce vraiment quelque chose d'impossible? Quoi qu'il en soit, je resterai caché. Ne t'en fais pas. Gine lui demanda ce qui arriverait si quelqu'un découvrait son absence de la voûte. Je créerai une illusion, répondit Murakan. Mais comme je suis affaibli, elle ne durera pas longtemps. Avant de partir, Gine fouilla dans son sac et sortit une tarte aux fraises et une bouteille de vin. Tiens, pour toi. Mais ne te saoule pas, avertit-il. Touché, Murakan s'exclama. Tu es vraiment digne d'être mon protégé. Le lendemain, à l'aube, Gine était prêt. Sa nourrice l'avertit une dernière fois. La vie hors du château ne sera pas aussi paisible. Tu devras faire face à de nombreux défis. Gine acquiesça avec sérieux. Je suis prêt. 2 chevaliers, Jérôme et Holz, arrivèrent pour escorter le jeune maître. Ce jour-là, 30 octobre de l'année 1790, Gine quittait ainsi la paisible vie qu'il avait menée jusque-là au château de la Tempête pour le château principal, le jardin des épées. Dans le carrosse, Gine lisait paisiblement tandis que Gilly observait l'extérieur. Dehors, la neige tombait abondamment, rendant leur progression difficile. Avec une telle tempête, on devra peut-être s'arrêter dans le prochain village, murmura Gilly. Gine acquiesça, observant silencieux. Gilly continua en expliquant qu'en cas de trop forte chute, il ne pourrait pas atteindre la porte de téléportation. Soudain, la calèche s'arrêta brutalement. Les chevaliers postés à l'extérieur crièrent « C'est une embuscade. Restez à l'intérieur. » Gilly, inquiète, prit Gine dans ses bras. « Tout ira bien, ne t'en fais pas, » le rassura-t-elle. Elle ajouta que Jérôme et Holz, 2 chevaliers de rang 7, les protégeraient. Gilly, attentif au bruit venant de l'extérieur, comprit qu'il y avait une vingtaine d'ennemis, des archers, des mages de guerre. Pourtant, aucun adversaire ne semblait être au-dessus du 7e rang. Jérôme et Holz sont en train de se battre. À cette dernière phrase, Gine semblait avoir réalisé quelque chose. Le choc se lisait sur son visage. Gine s'exclama et dit « Gilly, nous devons sortir de la calèche tout de suite. » Gilly, surprise, demanda « Pourquoi cela, jeune maître ?» Gine expliqua qu'un enfant de Rincandel ne devait jamais être laissé seul par les gardes. Quelle que soit la situation, l'un d'eux doit toujours rester à mes côtés. Ajouta Gine avec froideur. Gilly avait le regard confus. Ces deux-là seraient de faux chevaliers ou alors des traîtres. Gine supposa même qu'un piège avait pu être placé à l'intérieur du véhicule. Gilly serra les dents, réalisant la gravité de la situation. De ses manches, elle sortit ses griffes de combat. « Je vais te protéger, Gine, » dit-elle, avant d'exploser la porte en éclats. La neige tombait toujours aussi fort. Elle prit Gine dans ses bras et courut dans l'épais manteau blanc, jurant qu'elle accepterait toute punition pour avoir brisé le protocole une fois qu'ils arriveraient au domaine. Gine, cependant, insista pour revenir vers les chevaliers. « Je dois vérifier quelque chose. » Gilly, perplexe, lui demanda pourquoi. Gine répondit que si les assaillants avaient voulu le capturer, ils auraient déjà attaqué lorsqu'il était sorti de la calèche. Leur silence était trop suspect. Lorsqu'ils retournèrent sur le champ de bataille, ils aperçurent un homme roux à l'œil borgne qui aboyait des ordres à ses subordonnés leur demandant de trouver le jeune maître. Gine avait raison, les assaillants se composaient de 2 groupes. Un groupe de magiciens de la famille Utah, affiliés du clan magique de Mittel, d'un groupe de mercenaires des troupes du Roi Noir. Un des mages aperçut Gilly et Gine et le cria tout de suite au capitaine des mercenaires. L'homme borgne, qui se présenta comme Murka, capitaine du Roi Noir, déclara qu'il avait reçu l'ordre des Rincandel de secourir Gine. Mais au centre du chaos, Gine reconnut 2 chevaliers qui auraient dû garantir sa sécurité. Ils étaient en position de combat, mais leurs gestes trahissaient une chose. Ces hommes n'étaient pas de vrais chevaliers de rang 7, mais des imposteurs. Gilly hurla, exigeant de savoir pour qui il travaillait. L'un des faux chevaliers sourit, refusant de répondre. Enragé, Gine ordonna froidement « Tue celui qui t'a insulté, coupe les mains de l'autre et ramène-le-moi. » Sans hésiter, Gilly bondit.
Son regard glacial fut la dernière chose que vit le premier imposteur avant qu'elle ne lui transperce la gorge. L'autre chevalier, terrifié, tenta de se défendre, mais en un éclair, Gilly le désarma. Il regarda avec horreur Gilly lui trancher un bras, puis l'autre, sans aucune pitié. Le silence retomba alors que la neige continuait de recouvrir la scène macabre. Le faux chevalier, terrifié, grimaça de douleur. Cette jeune fille, apparemment frêle, l'avait vaincu avec une impitoyable facilité. Sans la moindre hésitation, elle traîna son adversaire par les cheveux et le jeta aux pieds de Jeanne. D'un ton froid, Gilly s'adressa au chevalier. Certains de vos maîtres ont gravement sous-estimé leurs opposants. Sachez que, pour devenir nourrice dans la famille Rincandel, il faut être un guerrier d'au moins le 7e rang. Jeanne ajouta avec sarcasme. Alors, la prochaine fois que vous voudrez attaquer un enfant de Rincandel, envoyez 3 ou 4 chevaliers du 8e rang. Le chevalier, allongé sur le sol, privé de ses 2 bras, rassembla ses dernières forces pour crier. Ce n'est qu'un avertissement. La domination des Rincandel prendra bientôt fin. Jeanne observa l'homme un instant, un sourire glacial sur les lèvres. Je comprends, dit-il calmement. Mais c'est exactement ce que je souhaite. Car lorsque la domination des Rincandel prendra fin, ce sera le début de la mienne. À ces mots, le chevalier releva la tête, ses yeux emplis de défi. Dans un dernier cri, il s'exclama « Gloire à la grande famille Zippel ». Ces paroles firent réfléchir Jeanne. Il se souvenait de la réputation des Zippel, cette famille légendaire, ennemie jurée des Rincandel depuis un millénaire. Contrairement aux Rincandel, adeptes du maniement de l'épée, les Zippel avaient perfectionné leur maîtrise de la magie. Il y a 1000 ans, après la mort du fondateur des Rincandel, les Zippel avaient forcé ces derniers à signer un pacte humiliant, scellant leur pouvoir magique. Depuis, la rivalité entre ces 2 grandes familles était devenue un combat acharné. Jeanne fronça les sourcils. Ces chevaliers ne sont que des suiveurs des Zippel, déclara-t-il à Gilly. Ils ne valent pas la peine qu'on leur parle davantage. Laisse son corps quelque part. Obéissant à ses ordres, Gilly saisit le chevalier par les cheveux et le traîna dans la neige. Ce dernier, à bout de souffle, ne cessa de crier « Tuez-moi ». Mais ses supplications tombèrent dans l'indifférence. Jeanne resta silencieux, perdu dans ses pensées. Même si les Zippel représentaient une menace constante pour les Rincandel, ils n'avaient probablement rien à voir avec cette attaque. Pourtant, un doute persistait. Comment ces imposteurs avaient-ils pu duper une guerrière du 7e cercle comme Gilly? Une image troubla soudain son esprit, celle d'un homme portant des lunettes, debout, le dos tourné, son visage dissimulé. Quand Gilly revint, elle informa Jeanne que ses ordres avaient été exécutés. Le garçon s'adressa alors à Murka, le capitaine de l'escouade du Roi Noir. « Je vous remercie. Si je suis encore en vie, c'est parce que vous avez attiré leur attention. Lorsque j'arriverai au château, je veillerai à ce que ma famille récompense votre aide. En attendant, escortez-nous jusqu'à la porte de téléportation. » Murka regarda Jeanne, debout aux côtés de sa nourrice. Ce garçon n'avait que 10 ans, mais son assurance était déconcertante. Les mots de Jeanne résonnèrent dans son esprit. Ce garçon prenait ses rêves de domination très au sérieux. Après un moment de réflexion, Murka ordonna à ses hommes qu'ils allaient à présent se diriger vers la porte de téléportation et que toute conversation est interdite. Ses subordonnés, perplexes, se demandèrent pourquoi il donnait un tel ordre inhabituel. Une fois tout prêt, le groupe se mit en route. Murka, Gilly et Jeanne marchaient en tête, leurs silhouettes se découpant dans le paysage enneigé. Derrière eux, les soldats de l'escouade avançaient en silence, perturbés par l'étrange comportement de leur capitaine. En marchant, Jeanne se tourna vers Gilly. « Ne te blâme pas pour ce qui s'est passé, » lui dit-il. Même un chevalier du 9e rang aurait eu du mal à détecter une telle ruse. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Mais Gilly, honteuse, détourna le regard et murmura une excuse. Jeanne, pensif, observa la neige tomber autour d'eux. Il réalisait que malgré tout ce qu'ils avaient traversé, sa nourrice n'avait pas changé. Le destin de chaque nourrice des Rincandel est intrinsèquement lié à celui de l'enfant dont elle a la charge. Gilly, dans une vie antérieure, avait été la nourrice de Jeanne. Et comme il manquait de talent, Gilly fut souvent la cible des moqueries des autres nourrices, elle n'avait jamais blâmé Jeanne pour sa condition. Quand il avait été exilé de la famille, Gilly avait été bannie avec lui. Malgré cela, elle s'était excusée auprès de lui, regrettant de ne pas avoir pu le servir correctement. Elle s'était inclinée profondément, exprimant sa honte. Ces souvenirs de sa vie passée marquaient profondément Jeanne. Il savait combien Gilly avait été loyale, même dans l'adversité. Cette nouvelle vie était radicalement différente de la précédente, et il comprenait que Gilly devait durcir son caractère pour s'adapter. En joignant les mains timidement avec respect, Gilly murmura «
Je suis prête à accepter n'importe quelle punition pour ce qui s'est passé, jeune maître. À ces mots, Jin éclata soudainement. Arrête de te blâmer pour des choses qui ne sont pas de ta faute. Tu es ma seule gardienne. Si tu te laisses abattre pour des broutilles, cela ne fera que compliquer les choses à l'avenir. Jili baissa la tête, honteuse, et promit qu'elle ferait de son mieux pour s'améliorer. Jin lui répondit que si elle avait saisi, alors elle ne devait pas lui faire se répéter. Jin, un peu embarrassé d'avoir crié sur sa nourrice, poursuivit son chemin, une goutte de sueur roulant sur son front. Pendant ce temps, Jili réfléchissait. Elle venait de réaliser que son jeune maître se préoccupait autant d'elle. Elle avait compris que ses paroles, bien que dures, étaient pour son bien. Cette prise de conscience renforça sa détermination. Elle devait se montrer plus forte pour protéger Jin. Peu après, ils atteignirent enfin le village. Là, ils s'installèrent dans une auberge et prirent 2 chambres. Tandis que Jin continuait de réfléchir aux événements récents, une figure mystérieuse apparut dans son esprit. Un homme vêtu d'une chemise blanche et de lunettes. Ce personnage, nommé Bouvard Gaston, était un magicien de la réincarnation. Bien que même les dragons maîtrisent cette technique, aucun d'eux ne pouvait la réaliser parfaitement. Mais Bouvard, grâce à sa magie, avait réussi, semant chaos et crime dans le monde entier. Jin se souvenait qu'à l'âge de 20 ans dans sa vie précédente, l'empirbement avait arrêté Bouvard. Cette fois-ci, Jin réfléchissait, Bouvard pouvait être utile. Mais pourquoi chercher à recruter quelqu'un qui avait déjà pointé une lame contre lui? Ses pensées l'accompagnèrent jusqu'à ce qu'il sombre dans le sommeil. Jili, quant à elle, suspendit son manteau de fourrure et observa Jin endormi. Elle sourit doucement et quitta la pièce pour veiller sur lui de l'extérieur. Mais soudain, un bruit étrange retentit. C'était un chat noir, miaulant avec insistance et balançant sa queue nerveusement. Le bruit réveilla Jin. Encore ensommeillé, il s'étira et se rappela qu'aussi entraîné qu'il soit, un enfant de 10 ans ne pouvait pas endurer de telles épreuves sans ressentir la fatigue. Il entendait toujours les bruits étranges et, curieux, se dirigea vers la fenêtre. Là, il aperçut le chat noir, immobile, le regardant fixement. Jin, abasourdi, se souvenait des paroles de Murakan concernant la nécessité de rester discret. « Alors, tu t'es transformé en chat pour me suivre sans être vu ?» murmura Jin, incrédule, en regardant l'animal. Le chat, agacé, gratta la fenêtre et une fois à l'intérieur, se transforma en humain. C'était bien Murakan. Alors qu'il grognait de frustration sur Jin, il trébucha sur une planche et heurta violemment le rebord de la fenêtre. Alerté par le bruit, Jili se précipita dans la pièce, son visage trahissant l'inquiétude. « Que s'est-il passé » s'écria-t-elle, prête à intervenir. Jin se tenait là, souriant maladroitement en regardant la nourrice, tandis que Murakan, accroupi à ses côtés, tenait son visage meurtri. Jili, furieuse, lança un regard enflammé à Murakan. « Comment osez-vous traquer le jeune maître » s'écria-t-elle, prête à attaquer. Sans attendre, elle projeta Murakan au sol et se plaça au-dessus de lui, le menaçant de le réduire en morceaux s'il ne lui disait pas tout. Bien que Jili fût la nourrice de Jin, elle ne connaissait pas Murakan, même si les légendes sur lui avaient pu lui parvenir. Jin, inquiet pour Murakan, qui était déjà à moitié inconscient, se précipita pour l'arrêter. « Jili, attends !» s'exclama-t-il, tentant de la calmer. Mais Murakan, malgré la situation, releva la tête avec difficulté. Une main sur sa poitrine, l'autre tendue vers Jili. « Nous nous rencontrons enfin, ma tarte aux fraises », déclara Murakan d'une voix douce. Jin sentit une vague de honte le submerger. Il baissa la tête et se couvrit le visage d'une main. Murakan continua, indifférent au malaise ambiant. « J'ai attendu si longtemps ce moment », ajouta-t-il, embarrassant encore davantage Jili. Jin, comprenant qu'il fallait rétablir un semblant de normalité, tenta de reprendre la main. « Jili, je te présente Murakan, le gardien des Rincandelles, le dragon noir. » Mais alors qu'il s'apprêtait à présenter Jili, Murakan l'interrompit aussitôt. « Inutile, je sais déjà qui elle est. C'est ma tarte aux fraises, » dit-il en souriant largement. Jili, abasourdi, se confondit en excuses après avoir réalisé l'identité de Murakan. « Je ne suis qu'une humble servante de la maison Rincandelle. Pardonnez mon comportement. » Murakan, d'un ton jovial, rétorqua. « Ne t'inquiète pas. Comment pourrais-je en vouloir à ma tarte aux fraises ?» Confuse, Jili lui demanda pourquoi il l'appelait ainsi. Murakan répondit avec enthousiasme. « Parce que tu es merveilleuse, belle, et tu fais les tartes aux fraises les plus délicieuses. » À ces mots, Jili comprit soudain pourquoi son jeune maître lui demandait des tartes aux fraises chaque jour. Jin, cherchant à dissiper l'embarras général, demanda à Jili de s'asseoir pour tout lui expliquer. Après avoir écouté l'histoire complète de Jin, Jili répondit, bouleversé. « Il y a tant de choses que j'ignorais sur vous, maître.
Jin s'excusa pour les mensonges qu'il avait dû lui faire, mais insista sur la nécessité de garder secrètes certaines informations, notamment son lien avec Murakan et son éveil. Jili, ému mais déterminé, promit de respecter ce secret. Murakan, pour sa part, déclara qu'il serait toujours présent pour Jin. « Ne t'en fais pas, ma tarte. Je veille sur lui, dit-il joyeusement. Jili, touché, le remercia sincèrement. Soudain, elle se souvint du bruit précédent et demanda si c'était lié à la transformation de Murakan. Ce dernier répondit avec désinvolture. « Non, j'ai juste trébuché. » Jin le regarda, exaspéré, et le mit en garde contre de futures maladresses. Peu après, les héros se retrouvèrent devant la porte de téléportation intermédiaire. Le capitaine de l'escouade des Rois Noirs s'approcha et Jin le félicita et toute l'équipe pour leur travail. « La famille Rincandel saura récompenser vos efforts, » dit-il. Le capitaine se tourna ensuite vers Jili et lui adressa ses remerciements et ajouta qu'il avait hâte de voir comment le jeune maître évoluera. Avant de partir, le capitaine du Roi Noir interpella Jili et lui posa une question personnelle. « Avec un tel talent, pourquoi avez-vous quitté votre famille pour devenir nourrice ?» Jili, après un bref silence, répondit avec détachement. « Cela n'a pas d'importance. Ce n'est pas une histoire intéressante. » Le capitaine, réalisant son impolitesse, s'excusa immédiatement. Ils échangèrent des adieux, et les héros approchèrent enfin de la porte de téléportation. À l'entrée, un homme leur demanda de s'identifier. Jili déballa un paquet et révélant une armoirie en forme d'épée portant l'emblème des Rincandel. « Nous devons nous rendre à Calon, près du Hufesté, pour rejoindre les forces alliées, expliqua-t-elle. En voyant cela, l'homme comprit immédiatement leur affiliation et les laissa passer. Il déclara que c'était un honneur de les rencontrer et les invita à le suivre. Il leur assura qu'ils auraient les meilleures places et ajouta qu'ils devraient attendre 2 heures avant de rentrer chez eux rapidement, en leur souhaitant un agréable voyage. Jin et Jili s'installèrent sur un luxueux canapé, accompagnés de Murakan ayant pris la forme d'un chat. Jili avoua à Jin qu'elle était inquiète. Même si, en cas de découverte, il pourrait peut-être s'en sortir, elle craignait que les choses ne tournent mal. Jin la devança en lui demandant si elle faisait référence à la magie. Elle répondit que personne dans la famille Rincandel n'était capable d'en utiliser. Jin sourit et la rassura en disant qu'il en était conscient et qu'il cacherait sa magie. Soudain, un bruit éclata quelque part. Les 3 occupants du canapé se retournèrent pour en chercher la source. Jin devint immédiatement alerte. Un jeune maître vêtu d'une cape verte ornée d'un dragon doré entra dans la pièce. Il avait de longs cheveux blancs et des yeux violets perçants. Derrière lui, 2 imposants gardes le suivaient. Jin reconnut immédiatement le symbole. Ils appartenaient à la famille Zippel, des ennemis jurés des Rincandel. L'homme s'assit en face de Jin sans dire un mot. Jin, méfiant, tenta de se rappeler où il l'avait déjà vu. Le silence fut rompu lorsque le jeune homme claqua la langue avec mépris et, d'un ton arrogant, déclara qu'il ne s'attendait pas à voir des prétentieux de Rincandel ici. Jin resta impassible face à cette provocation. Voyant le chat qui n'est autre que Murakan, le jeune homme sourit naïvement et l'appela en le flattant. Mais le chat, sans crier gare, lui griffa violemment la main. Les gardes, aussitôt alertés, dégainèrent leurs armes, prêts à attaquer. L'homme les arrêta d'un geste, déclarant que ce n'était qu'un animal et qu'il l'avait lui-même provoqué. Jin observa la scène en silence, notant l'arrogance du personnage. Finalement, le jeune homme se présenta. Il s'appelait Veradin Zippel. Jin sursauta intérieurement, se souvenant de qui c'était. Veradin Zippel n'était autre qu'un prodige de la magie, pressenti pour devenir le futur chef de sa famille. Dans le passé, Jin avait admiré son talent, qu'il considérait alors comme inatteignable. Veradin s'excusa de son impolitesse, tendant la main à Jin. Mais Jin resta sur ses gardes. Les échanges entre eux devinrent vifs. Veradin, tentant de détendre l'atmosphère, plaisanta sur les blagues cruelles des Rincandel. Jin, cependant, ne trouva rien d'amusant, lui lançant un regard glacial. Finalement, Veradin, intrigué par Jin, lui donna un conseil, éviter de provoquer un autre membre de la famille Zippel, car cela ne ferait qu'aggraver les tensions entre leurs familles. Jin répondit avec sarcasme, affirmant que leurs pères respectifs, Chiron Rincandel et Keliak Zippel, ne déclencheraient pas une guerre pour des querelles d'enfants. Veradin acquiesça, ajoutant qu'il compenserait sans doute les dommages avec de l'or. Avant de partir, il déclara qu'il rembourserait Jin d'une manière ou d'une autre. Jin, quant à lui demanda simplement de se taire jusqu'à ce que le portail soit activé. Alors que l'annonce de la téléportation retentissait, Veradin se retourna et appela Jin par son nom. « C'était un plaisir de te rencontrer. J'attends notre prochaine rencontre. » Jin, stoïque, répondit froidement. « Cette rencontre n'aura jamais lieu. » Peu après,
Les héros arrivèrent au château en calèche. À leur arrivée, un majordome les accueillit. Je me présente, Pedro, second intendant de la maison. J'imagine que le voyage n'a pas été de tout repos. Pedro les invita à entrer dans le château principal de la famille Rincandel, situé dans le célèbre jardin des épées. Ce lieu, symbole d'honneur et d'espoir, était réservé aux guerriers ayant contribué à la prospérité de la famille. Chaque épée déposée là incarnait l'héritage et la gloire de son propriétaire. En traversant le jardin des épées, Jean se perdit dans ses pensées. Autrefois, il avait espéré qu'un jour, après sa mort, son épée trouverait sa place ici. Mais, en regardant en arrière, il se rappelait qu'il avait été faible, sans potentiel. Il n'avait jamais été un leader ni une véritable lame. Pourtant, malgré tout, il s'était entraîné durement, croyant que cela pourrait changer les choses. Aujourd'hui, il réalisait que sa vie, même dans cet endroit insignifiant, pouvait finalement avoir un sens. Lorsqu'il pénétra dans le château, il fut accueilli par son père, Chiron, et les autres membres de la famille Rincandel. Sa mère, Rose, surnommée la Panthère Noire, fut la première à le saluer avec un mélange de tendresse et d'autorité. Jean répondit respectueusement à sa mère, mais il remarqua que son père échangeait un regard glacial avec Muracan. Chiron, le visage sombre, fixa le chat perché sur l'épaule de Jean et demanda d'un ton sec. « Quel est ce chat, et où l'as-tu trouvé ?»« Je l'ai recueilli, » répondit Jean. Chiron insista sur le choix des mots. Recueilli et ramassé n'étaient pas la même chose. Il rappela à Jean qu'un véritable Rincandel devait peser ses paroles avec soin. Ce commentaire fit grincer des dents les frères et sœurs de Jean, qui le regardaient avec haine face à cette approbation paternelle. Soudain, le chat sauta des épaules de Jean et courut vers Rose, qui commença à le caresser. « Comment s'appelle-t-il » demanda-t-elle. « Il s'appelle Papillon Rincandel » répondit Jean avec assurance. Cette réponse provoqua un tollé parmi ses frères aînés. L'un d'eux s'insurgea. « Donner notre nom à un vulgaire animal est inadmissible. Cela ne peut être toléré. » Mais Chiron coupa court à ses protestations et demanda directement à Jean pourquoi il avait donné ce nom au chat. Jean répondit avec calme. « C'est peut-être juste un chat, mais c'est la première fois que je prends la responsabilité de protéger quelqu'un. Ce nom doit avoir une signification. » Muracan, sous sa forme de chat, regarda Jean avec une affection visible. Chiron demanda à Jean s'il comprenait réellement le poids de leur nom de famille. Jean répondit avec détermination. « Oui, si quelqu'un ose lui faire du mal, je lui ferai payer le prix par moi-même. » À cette déclaration, Chiron nota que Jean avait un talent certain pour se faire des ennemis. Jean acquiesça avec un sourire énigmatique, et pour m'en débarrasser aussi. Face à cette répartie, Chiron éclata de rire et avertit les frères et sœurs de Jean. « Faites attention si vous vous mesurez à ce petit impertinent. » L'histoire bondit 4 ans plus tard, à l'été 1794. Jean, désormais âgé de 14 ans, était un cadet et chevalier de second rang. Il s'entraînait avec acharnement, une épée de bois en main, sous la supervision de Garant Altimire, un chevalier gardien de la maison Rincandel. « C'est suffisant pour aujourd'hui, Jean, » déclara Garant. « Tu as fait du bon travail. » Jean demanda s'il n'y aurait qu'un entraînement matinal, mais Garant lui rappela que Lady Luna n'avait pas prévu de s'occuper de son entraînement ce jour. Se souvenant de cela, Jean décida qu'il était temps de manger. Avant de partir, Garant lui suggéra de déjeuner avec ses frères, notant que Madame Rose serait contrariée s'il continuait à éviter ses repas familiaux. Jean, exaspéré, répondit « Je n'ai pas envie d'avoir une guerre de nerfs avec mes frères à table. » Jean s'assit ensuite sur les marches de l'escalier lorsqu'un garçon apparut avec un plateau. « Maître Jean, j'ai apporté à manger » annonça le jeune Bello Schmids, un cadet déchu mais loyal. Jean le remercia et commença à manger avec lui. Bello, malgré son statut modeste et son manque d'entraînement, affichait un sourire sincère. Pendant qu'il mangeait, il remercia Jean de partager avec lui. Gêné, Jean lui demanda d'arrêter de répéter la même chose chaque jour, mais Bello riait simplement. Jean continua de conseiller Bello, lui suggérant de redresser ses épaules, de relever la tête et de gagner un peu de confiance en lui. Il lui rappela qu'il était un cadet chevalier de la maison Rincandel, ce qui n'était pas rien. Bello, un peu confus, répondit que ses notes étaient catastrophiques et qu'il n'avait même pas atteint le premier rang. Jean soupira et le rassura. Devenir cadet n'était déjà pas une mince affaire. Peu importe ses résultats, il était toujours meilleur que ceux qui n'avaient pas réussi à intégrer cet ordre. En observant Bello manger, Jean ne pouvait s'empêcher de penser à sa pureté et à sa sincérité. Mais une pensée le troublait. Comment quelqu'un d'aussi pur avait-il pu devenir un fidèle de l'Empire Béman, un assassin impitoyable? Quand Jean avait appris que Bello était devenu garde impérial, il avait été bouleversé. Et lorsqu'il avait découvert que Bello s'était suicidé, il en avait été profondément affecté.
Jin partagea un morceau de viande avec Bello, qui semblait sincèrement heureux, même pour ce geste anodin. Jin était déterminé. Cette fois, il ne laisserait pas Bello échouer ni être expulsé. Il avait déjà commis des erreurs dans une vie antérieure, mais il ne les répéterait pas. Plus tard, en marchant dans les couloirs du château, Jin réfléchit à ses progrès. Il avait atteint la libération d'énergie d'ombre de 2e rang, la mana de 4e rang et l'escrime de 2e rang. À ce rythme, il espérait bientôt atteindre le 3e rang en escrime. Alors qu'il arrivait dans la salle d'entraînement, Luna l'attendait déjà. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'entraînement d'hier, mais tu dois traiter cet entraînement différemment chaque jour, déclara Luna. Elle prononça une phrase mystérieuse. Regarde avec les yeux de ton cœur. Jin obéit, bien qu'embarrassé, car il n'avait jamais entendu parler d'un tel entraînement. Luna expliqua que pour ceux qui vivaient pour l'escrime, il était essentiel d'ouvrir leur vision intérieure. Ne te sers pas de tes yeux physiques. Ouvre ton esprit, lui dit-elle. Debout, les yeux fermés, Jin se concentra. Il savait que seuls les chevaliers de 7e rang pouvaient véritablement comprendre la vision intérieure. Pourtant, il se résolut à suivre les instructions de Luna, convaincu qu'il finirait par y parvenir. Quand l'entraînement se termina, Luna le félicita. Comme toujours, tu t'en sors très bien. Reviens demain, lui dit-elle. Jin la remercia sincèrement. Luna, de son côté, était impressionnée. Elle se disait que Jin dépassait toujours ses attentes. Avec un tel potentiel, elle était persuadée qu'il comprendrait tout en quelques années. Le lendemain, dans la cour du château, les cadets étaient alignés en rang. Jin arriva, salué par le coach Garand. Observant les cadets, Jin remarqua leur nervosité. Garand expliqua. Aujourd'hui est une session de combat cruciale. Si les cadets obtiennent de bonnes notes, ils deviendront plus rapidement des gardiens de nuit. Garand se tourna ensuite vers Jin et lui rappela que cette journée était également importante pour lui. Madame Rose a dit que si tu bats le top 10 des cadets, tu pourras commencer à t'entraîner avec le groupe intermédiaire dès l'année prochaine. Dans les rangs, Jin aperçut Bello, tremblant de peur. Jin réfléchit à une manière de l'aider à éviter l'expulsion, bien qu'il manquât encore de confiance. Le coach Garand annonça alors que les cadets combattraient 3 adversaires à tour de rôle. Les 10 meilleurs affronteraient ensuite Jin en duel. Les combats commencèrent, et Garand observait les cadets avec attention. Après plusieurs affrontements, les cadets non sélectionnés furent renvoyés sur le banc. Garand appela Jin à se préparer. En pleine concentration, Jin monta sur le terrain. En un coup puissant, il désarma son premier adversaire, envoyant son épée valser au loin. Une victoire éclatante. Se remémorant une vie antérieure, Jin se souvenait qu'il avait vaincu 8 adversaires dans un défi similaire. L'adversaire suivant, Mesa Milcano. Cette cadette, issue de la maison Rincandel, était redoutable. Et voilà qu'elle s'avança, déterminée. Aujourd'hui, je vais te battre, Jin, déclara Mesa avec assurance. J'ai hâte de voir ça, répondit-il calmement. Le combat débuta. Mesa attaqua immédiatement, mais Jin para son coup avec habileté. Il remarqua que Mesa était encore plus forte que dans sa vie passée, mais il savait que cela ne suffirait pas pour le vaincre. Cependant, conscient qu'il lui restait d'autres adversaires à affronter, Jin choisit de garder ses techniques les plus avancées pour plus tard. Il se contenta d'attaques simples. Mesa, frustré, pensait que Jin la sous-estimait. Mais dans l'esprit de Jin, cette bataille était cruciale. Chaque coup portait une leçon, et il se préparait à triompher non seulement d'elle, mais de tous les défis à venir. À cet instant, Jin attaqua Mesa. Celle-ci pensa fermement qu'il la sous-estimait. Serrant son épée avec détermination, elle contre-attaqua férocement, bien décidée à lui prouver qu'elle valait mieux que ça. Les autres cadets, sidérés, observaient ce duel avec stupéfaction. Jin, de son côté, maintenait la pression. Mesa, refusant d'être mise de côté, tenta de surpasser son adversaire. Elle bondit vers lui, balançant son épée dans un arc large, mais son coup rencontra celle de Jin. Au moment où leurs armes s'entrechoquèrent, l'épée de Mesa céda sous l'impact précis de Jin. La lame se brisa en deux, et un morceau vola au loin. Confuse, Mesa ne comprit pas immédiatement ce qui venait de se passer. Jin, signifiant sa victoire, pointa une épée en bois sur sa gorge. « C'était un bon combat », dit-il calmement. Puis, regardant l'arme brisée, il ajouta que cette épée n'avait plus aucune utilité. Soudain, Mesa réalisa que Jin avait visé le même point de sa lame tout au long du combat. Elle comprit que, même si leur force et leur endurance étaient comparables, elle ne pourrait jamais égaler son adresse et sa persévérance. Après tout, Jin était le fils de la maison principale de Rincandel. Prenant conscience de ses limites, Mesa déclara « Je vais me consacrer entièrement à l'entraînement et, un jour, je gagnerai. »
Tout se déroulait comme prévu pour Jin. Bien que les combats suivants soient difficiles, la défaite écrasante de Mesa sema le doute chez les autres cadets, qui se convainquirent qu'ils n'avaient aucune chance contre lui. Ainsi, le défi s'acheva. Jin triompha de ses 10 adversaires. Exténué après ces 10 affrontements consécutifs, Jin fut félicité par le coach Garand. C'était incroyable. À partir de l'année prochaine, tu seras formé par de véritables rincandelles. Félicitations. Jin remercia Garand tout en lui affirmant qu'il comptait sur son soutien tant qu'il n'était pas encore transféré dans le groupe intermédiaire. La session d'entraînement du matin touchait à sa fin et Garand s'apprêtait à faire le bilan avant de partir déjeuner. Mais Jin, ne se contentant pas de cette victoire, déclara qu'il souhaitait affronter un autre cadet durant les 10 minutes restantes. Saisissant son épée, il lança Bello Schmidt. Bello, déconcerté et effrayé, resta figé. Les autres cadets, eux aussi, furent pris de panique. Jin, sans détour, ordonna à Bello de combattre. Terrifié, Bello tenta de protester, mais Jin répéta son nom avec insistance. Pointant son épée vers lui, il lui lança « Dans la maison Rincandelle, tu ne survivras pas si tu refuses de te battre. Approche et bats-toi, ou je te détruirai. » Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu et laissez votre impression en commentaire.